Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé ? Ça s'appelle We Love Séries et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Kaamelott ou encore des Simpsons ? Notez bien, We Love Séries, c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: t'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs à la dent dure, mais aux arguments toujours bien affûtés. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Bonjour Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. Et puis à la technique, celui qui dresse les larcènes et qui fait du rodéo sur les fichiers audio. Bonjour Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Alors, j'ai presque envie de demander un jingle spécial à Alain. Aujourd'hui, pour la première fois dans Sale Temps pour un film, on va parler d'un film d'un monument du cinéma, Clint Eastwood. La pression un peu ? Non, ça va ? Ça va, moi j'en ai Aujourd'hui, parlé donc, on va parler de Cry Macho. Dans ce néo-western, l'acteur-réalisateur renfile son Stetson et ses bottes de cow-boy pour incarner Mike, une ancienne star du rodéo, devenu éleveur de chevaux. À la demande d'Howard, son ancien patron, il se rend au Mexique avec une mission, ramener le fils d'Howard au Texas, mission qui va bien sûr être plus compliquée que prévu. Avant d'être un film, Cry Macho, c'est d'abord un roman de l'auteur américain N. Richard Nash, publié en 1975. Et c'est d'ailleurs lui qui a coécrit le scénario avec Nick Schenk, qui avait déjà travaillé sur Gran Torino et La Mule. À l'écran, mais aussi à la réalisation, on l'a dit, c'est Clint Eastwood. Avec ce long métrage, il signe sa 39e réalisation pour le grand écran et son 24e film pour lequel il cumule les 2 casquettes. Détail amusant d'ailleurs, ce projet lui avait été proposé il y a une 40aine d'années. À l'époque, sa réponse avait été la suivante: je suis trop jeune pour le rôle, je ferais mieux de le mettre en scène et de proposer le rôle à Robert Mitchum. Alors forcément la question se pose, est-ce que ça valait le coup d'attendre ? Cry Macho, ça sort en salle ce 10 novembre, mais est-ce qu'on va le voir au cinéma ? Votre réponse en un mot, Julien ? Par réflexe pavlovien, oui. Oui. Clint Eastwood est le cinéma. Donc oui. On va au cinéma. Donc on va au cinéma pour le voir et vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, je sens que c'est un oui, mais un oui nuancé quand même. Est-ce que je me trompe ? Oui, parce que en fait, je pense que je suis un peu plus amateur du film que Julien. Toi, je sais pas Clémence, mais disons que en gros, c'est pas le meilleur film de Clint Eastwood, ça c'est sûr. Et surtout, Clint Eastwood, c'est quelqu'un qui fonctionne par vague en fait dans sa carrière. Il y a des moments où d'un seul coup, quand il se lance dans Impitoyable et les films qui vont suivre derrière, il va parler de sa vieillesse. Quand il se lance dans Créance de sang ou Mystic River, il va parler de sa mort potentielle. Est-ce que c'est la sienne d'ailleurs ? Est-ce que c'est pas celle de sa mère ? Parce que sa mère était encore vivante à l'époque, donc il y a tout un truc et tout autour de ça. Aujourd'hui, après La Mule, par exemple, j'allais dire La Mule. Après La Mule, en fait, et Cry Macho un petit peu dans cette veine-là, il parle un petit peu de comment dire, de qui il a été à la fois en termes d'icône cinématographique et qu'est-ce que ça charrie comme imagerie dans sa vie en fait au quotidien. Et il y a un discours là-dessus dans le film qui apparaît un peu vers la fin sur puisque le film s'appelle quand même Cry Macho. Macho, c'est le nom d'un coq, mais évidemment Macho, c'est ce que Clint Eastwood a été traité pendant toute sa carrière, et notamment au début de sa carrière avec Pauline Kael, la critique Pauline Kael qu'il attaquait vraiment sur ce point-là. Et lui, il a une espèce de, j'allais dire, pas forcément une remise en question, mais en tout cas une façon de dire
comme il le fait d'ailleurs toujours, hein, de dire en gros, c'est surfait finalement tout ça. C'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui est important. Et il y avait déjà de ça dans La Mule en fait. Il y avait déjà l'idée en fait que son personnage soit quelqu'un qui sait en fait ce qu'il représente et sait qu'il a pu faire du mal en fait à cause de ça. Et ouais, quelque chose de l'ordre du regret, mais en même temps, tout en restant lui-même, quoi. Et égal à lui-même, parce que c'est le truc que tu peux littéralement pas enlever à Clint Eastwood. La raison pour laquelle moi, je dirais toujours que même les mauvais films de Clint Eastwood, faut aller les voir. Il y en a pas beaucoup, hein. Mais même les mauvais films de Clint Eastwood, il faut aller les voir. C'est parce que finalement, il n'y a pas quelqu'un qui est à la fois, peut-être, à mon sens, la plus grande star de cinéma, qui est là depuis 60 ans, quoi, et qui, en plus, en fait, est toujours constante vis-à-vis de ce qu'elle raconte. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus nuancé qu'on veut bien le croire. C'est quelqu'un aussi qui, finalement, a beaucoup joué avec des personnages borderline, et malgré tout, en fait, tu le reconnais totalement. C'est-à-dire que si tu suis vraiment la carrière de Clint Eastwood, si tu ne regardes pas le personnage public, mais vraiment le personnage de cinéma, il a une constance incroyable, et arriver à se renouveler malgré tout là-dedans, c'est que c'est une manière de parler de lui-même, c'est ce qu'il fait à chaque fois, quoi. Et il le fait là encore une fois avec Cry Macho, je trouve de manière beaucoup moins évidente que sur La Mule, beaucoup moins intéressante aussi. En toute honnêteté, ça serait pas un film avec Clint Eastwood, ça serait un film par exemple, ce qui est possible, hein, un film avec Robert Duvall par exemple dans ce rôle-là, d'un seul coup je pense que déjà ça charrierait beaucoup moins d'imagerie iconique dans l'absolu, même si Robert Duvall est un excellent acteur et quelqu'un qui est aussi là depuis très longtemps, mais aussi on serait vraiment plus dans le drame à proprement parler, ce que c'est intimiste, et un peu moins dans tout ce que ça charrie, parce que ça a beau être un film intimiste, Cry Macho, c'est un film intimiste à la Clint Eastwood, c'est-à-dire que vraiment t'as les paysages, t'as ce jeu sur le chapeau, sur le faciès physique en fait, et le fait de vraiment jouer avec le regard baissé, qui est vraiment extrêmement représentatif de Clint Eastwood, et notamment déjà depuis le début, depuis Sergio Leone, depuis Pour une poignée de dollars. Donc en fait il y a tout ce truc en fait avec lequel il joue, il en a totalement conscience, et tout ça pour faire vraiment un petit drame intimiste, un joli truc en fait, qui ne touche pas les cimes de Sur la route de Madison, qui ne touche pas les cimes en fait de ses plus beaux films, c'est sûr, mais qui, à 90 ans passés, en fait, est là, tient la route, en fait. Et je trouve ça assez... je trouve ça assez touchant, en fait, finalement, de se dire, il peut encore tourner, il peut encore être là, quoi. Donc voilà, Julien va me contredire, parce que Julien est un clinto-sceptique, comme j'aime bien l'appeler. Pas du tout. Moi, en fait, quand tu as un grand cinéaste qui revient avec un nouveau film de cet âge-là, il y a quand même un truc où tout à coup le cinéma réindique le Nord, quoi. C'est-à-dire qu'il te remet... Surtout, le cinéma est en train de traverser une période quand même particulièrement troublée, surtout aux États-Unis, mais aussi en France. Et moi, ça m'a fait beaucoup ça avec La Mule, je me souviens. Mais là, il y a un truc où tu te dis, ah oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sérénité, une expérience et un côté posé. Si je dois donner un point de comparaison, je repensais à je me rappelle quand j'ai vu Madadayo aussi de Kurosawa, qui est un de ses derniers films, mais si ce n'est son dernier, j'ai un doute. Mais ça m'avait donné un peu le même sentiment en fait tu retrouves tes marques, ce qui forme les fondations en fait du cinéma. Et ça, c'est toujours, c'est imparable en fait. Tu peux pas nier ça, comme tu peux pas nier le plaisir de toute façon que tu auras toujours de retrouver Eastwood et son visage sur grand écran. Enfin, ça c'est. Il n'y a rien qui remplace trop ça. Enfin, de toute façon, c'est encore une fois, quand tu aimes le cinoche, ça te fait quelque chose. Après, moi, je vais... ce qu'a dit Stéphane est vrai, mais moi, je vais parler vraiment de ce qu'est le film. Et c'est là où, pour moi, le bas blesse pour de vrai. Par contre, il y a des vrais gros problèmes, et y compris, moi, je trouve, dans la façon dont Eastwood, et c'est peut-être là qu'on aura un point de dissension avec Steph, mais se positionne vis-à-vis du sujet, vis-à-vis du film, et comment lui, il traite sa personnage, j'ai envie de dire, dans le truc. Déjà, moi, pour moi, je trouve un vrai problème de rythme, mais s'il y a un vrai problème de rythme, c'est pas simplement, tu dis pas juste, bon, il y a un problème de rythme, c'est qu'il y a une raison derrière. Et je pense qu'une des raisons, c'est l'attachement sentimental que tu as au film, et qui est lié notamment au duo. Et moi, ça, c'est mon premier gros problème dans le film, c'est que donc t'as Eastwood et t'as le gamin.
Et le gamin, je le trouve nul à chier. Mais vraiment, c'est rare que je le dise. Et puis surtout, c'est rare que tu ressentes ça sur un acteur enfant. C'est-à-dire qu'un acteur enfant, en général, dans le casting, il trimballe ce qu'il va avoir aussi au cinéma, ce qu'il va exposer. Là, le môme, je le trouve nul. C'est-à-dire que c'est un môme qui devrait être un peu brisé, un peu cassé, un peu revêche, un peu rebelle. Ce qui est pas facile à trouver à 13 ans. Hein. Non, c'est certes, mais là, alors, le gamin, juste, il trimballe. Pour moi, il trimballe rien. Il a une espèce de visage poupin, comme ça, avec des bonnes joues. Il est assez mou. Je trouve, il a pas de point d'accroche, pas d'aspérité et tout. C'est un truc un peu schmoll comme ça qui suit Eastwood et là le truc est d'autant plus préjudiciable, je trouve, au film que encore une fois, faut le suivre, Clint Eastwood. Faut suivre un mec comme Eastwood. Il faut que ce duo-là il fonctionne. Moi je trouve. Et d'ailleurs il y a un autre truc avec ce môme, c'est que je sens il n'y a pas de je trouve qu'il n'a pas de vraie évolution. Enfin, en tout cas, elle n'est pas sensible dans le film. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être aussi dû à un problème d'écriture. Mais là, pour moi, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et c'est marrant parce que je trouve qu'il y a un autre acteur complètement nul dans le film, qui est sa mère. Je la trouve complètement à chier aussi. Et c'est marrant que les deux, j'ai le même problème, en fait, où je trouve qu'elle est... je trouve qu'en plus, son personnage est très, très mal écrit. Il y a une scène où elle... mais ça, c'est lié aussi, du coup, au personnage d'Eastwood. Mais il y a une scène où elle le drague plus ou moins, Eastwood, et je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là, ça, en fait? J'ai eu l'impression qu'en fait, c'était là juste parce que c'est Eastwood, et Eastwood, il tombe les meufs, quoi. Et alors, je sais que c'est plus compliqué que ça, hein, Steph, mais je me suis dit, mais c'est complètement con, enfin, puis ça marche pas, et ça mène à rien, ça joue pas du tout dans le duo ensuite. Enfin, ça fait partie des vrais problèmes. Ce qui me conduit d'ailleurs, du coup, j'enchaîne là-dessus, je voulais pas forcément, mais ce qui me conduit du coup à cette problématique de la façon dont Eastwood il se positionne vis-à-vis du film, c'est-à-dire qu'il y a ce truc où effectivement ça fait partie d'une mouvance, on pourrait dire, moi je suis pas un exégète d'Eastwood comme Steph, hein, mais je sens effectivement qu'il y a une mouvance là liée à la mule, hein, notamment sur effectivement qu'est-ce qu'il a représenté et le rapport avec le monde d'aujourd'hui, mais aussi ce côté de vieux personnages acariâtres, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, c'est-à-dire dans la résistance à la folie du monde contemporain. Et il y a un peu de ça encore dans le film, et il y a notamment ça à travers un truc qui est hyper drôle et totalement irrésistible, qui sont les insultes, par exemple, qui peut sortir notamment aux flics mexicains. C'est vrai, mais c'est un peu une facilité, mais en même temps, ça marche tellement bien que bon, voilà, c'est cool de retrouver ça. Après, moi, j'ai encore une fois un problème avec Eastwood dans le film, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une romance, sans trop vouloir spoiler, avec un autre personnage, et je ne comprends pas le casting là. C'est-à-dire que là, pour le coup, je trouve que l'actrice, elle est mortelle, elle est charismatique et tout, elle défonce, mais elle est 20-25 ans trop jeune. Moi, j'ai énormément regretté qu'elle n'ait pas l'âge de Eastwood. Je n'ai pas compris, en fait, ça. Et j'aurais aimé qu'elle ait son âge. Parce que je pense que... En fait, pour moi, j'y ai vu, alors peut-être que je me trompe, mais j'y ai vu un truc d'égocentrisme là-dedans. C'est-à-dire de Eastwood qui se dit, je peux séduire une meuf de cet âge-là. Et alors que je trouve qu'elle aurait eu l'âge de Eastwood, déjà, j'aurais été trouvé hyper touchant que ce soit deux vieilles personnes, en fait, qui est une histoire d'amour entre deux vieilles personnes, qui est un truc que tu vois pas au cinéma. Et c'est un des trucs aussi qui me fait aimer le Eastwood d'aujourd'hui, c'est que des héros vieux, t'en vois pas beaucoup, quoi, au cinéma aujourd'hui, quoi. Y a le cinéma, depuis une vingtaine d'années, il y a vraiment une pâtie d'un certain jeunisme, quoi. Et là, j'aurais aimé ça, en fait, et c'est complètement c'est cassé, en fait, le truc. Et je trouve que même elle, ce qu'elle trimballe, notamment sur la problématique du deuil, je trouve que ça aurait été beaucoup plus fort si elle avait eu le même âge que Eastwood. J'ai pas compris ça et ça m'a un peu bloqué. Et le dernier truc, c'est... Alors, on peut dire que c'est une anecdote, mais pour moi, c'est un point important du personnage, qui est la physicalité d'Eastwood aujourd'hui. Clint Eastwood, il a 91 ans... je sais pas quel âge il avait quand il a tourné le film. Peut-être que ça a été un film tourné avant la pandémie. Non, ça a été tourné après. Après, ouais, donc voilà. Et ça sent. Pendant, quoi. Ça sent quand même, hein, avec tout le respect que je lui dois. Et notamment, ça sent sur sa façon de marcher. Et moi, j'ai aucun problème, encore une fois, avec ça. Je suis très content de voir une personne âgée un petit peu diminuée comme ça, dans un film. Le problème, c'est qu'il faut qu'il l'assume, Clint Eastwood. Et d'habitude, il assume ce genre de truc. Il a toujours assumé sa vieillesse, il a assumé sa gueule.
gueule, il a assumé effectivement les griefs qu'on pouvait lui faire ressentir et tout. Et je trouve que là, ça coince, quoi. C'est-à-dire que, alors pas énormément, mais il y a 2-3 trucs de baston qui sont amorcés où tu n'y crois, mais alors moi j'y crois pas une minute. Et surtout, il y a une scène où il doit chevaucher un cheval. Et c'est une scène, encore une fois, qui peut sembler anecdotique, mais qui est très importante pour le parcours du personnage et pour sa relation avec le jeune comédien. Et la scène, elle marche, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'Eastwood se dise oui, les gens ils vont me voir déambuler tel que je déambule aujourd'hui et ils vont croire en même temps que j'arrive à chevaucher un canasson aussi impétueux que celui-ci. C'est Clint Eastwood. Et ouais, bah moi ça marche pas. Je suis désolé, mais ça marche pas du tout et ça a été assez préjudiciable au film. Et pour terminer, du coup, mais ça c'est plus sur les trucs d'anecdotes, mais je trouve aussi que je pense qu'à son âge, et surtout quand il joue dans un film, tu peux pas lui demander l'impossible à Eastwood. Et le film n'a pas été tourné au Mexique. Et ça aussi, je trouve que c'est un gros problème dans le film. C'est-à-dire que c'est aussi un film d'un mec qui sort de sa zone de confort, qui va à l'étranger, qui est dans un terrain qui n'est pas du tout conquis et qui n'est pas les États-Unis ou le sud de la Californie. Et là, ça a été tourné, je crois, au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, ouais, à Albuquerque. Et le Nouveau-Mexique et le Mexique, et surtout le Mexique du Nord, ça n'est pas la même chose. Et là, mais tu n'y crois pas du tout à son Mexique. Il y a ça passe très peu de temps à Mexico, mais ça se passe quand même un peu à Mexico. Alors là, c'est juste pas du tout ça. Et ça, pour moi aussi, ça a été assez préjudiciable au film. Donc pour moi, c'est quand même un tout petit Clint Eastwood devant lequel je me suis un peu ennuyé. Je me suis pas senti plus impliqué que ça. Heureusement, il y a Clint, quoi. Voilà. Et donc, s'il est là, tout va bien, quoi. Ça, c'est vrai. C'est le principal. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est ce que je disais, un film comme ça, aussi touchant qu'il puisse être, en soi par certains côtés. Et si c'était pas Clint Eastwood qui l'interprétait, on n'aurait pas forcément parlé ici, quoi. Mais alors, je vais répondre peut-être à quelques trucs qu'évoque Julien, parce que c'est vrai qu'il faut parler du film à proprement parler. C'est vrai que l'acteur qui joue le gamin est pas très bon, en fait. Ça, c'est une évidence. Mais le vrai souci, je pense aussi, et là pour le coup, c'est une direction aussi de Clint Eastwood, c'est que Clint Eastwood, faut savoir que c'est quelqu'un qui va à l'essentiel. C'est-à-dire que très régulièrement, les exécutifs du studio hallucinent parce qu'il revient 2 semaines avant la date prévue. En fait, il a fini le tournage parce qu'il tourne finalement 2 prises. Et des fois, ça se voit dans ces films. Il y a des gens qui font des blagues, par exemple dans American Sniper, parce que d'un seul coup, ils attendaient un bébé qui était pas là en fait pour une scène. Et Clint Eastwood, il a pris une poupée, il a filé à l'acteur, il lui a dit tu joues avec. Et en fait, l'acteur du coup, il a conscience de ça, il fait semblant et ça se voit, alors qu'en fait, ils auraient dû juste pas le traiter. En fait, ils auraient dû prendre mettre un drap autour du bébé, et voilà. Et du coup, il y a toute l'idée que c'est deux prises. C'est réglé, on passe à la suivante, quoi. Et Clint Eastwood est vraiment comme ça. Il y a l'idée qu'il caste à l'avance et qu'en fait, finalement, il attend des gens qui fassent leur travail comme lui, il fait son travail. Et je pense que c'est aussi la problématique du gosse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment travaillé avec un acteur qui est quand même inexpérimenté, finalement. Ils n'ont pas vraiment assez travaillé cet aspect-là. Et c'est vrai que ce relationnel fonctionne pas trop. Moi, il y a un personnage qui est pas un personnage principal, mais qui est quand même là de temps en temps et que j'aime bien. Et j'aime bien la relation avec Clint Eastwood qu'il peut avoir. Et j'aime bien la relation dans certains moments, parce que je trouve que pour le coup il y a quelque chose d'assez honnête et dans le fonctionnement de Clint Eastwood, tu vois, vis-à-vis de ça, c'est le coq. En fait, c'est stupide, mais en fait il a un relationnel avec les animaux dans le film, en fait, il a un côté, pour moi quand il assume entre guillemets sa vieillesse, Clint Eastwood, c'est à travers ces moments-là, c'est-à-dire les moments où il est en train de s'occuper des animaux, les moments où il est en train de vraiment essayer d'aborder la vie sous l'angle plus il est connu pour sa violence, Clint Eastwood, à la base. Il est connu pour ce cinéma-là. En fait, c'est quelque chose encore une fois, on lui a beaucoup reproché. Donc, en fait, c'est pas du tout un film qui va vers ça, quoi. En fait, c'est vraiment un film qui va vers l'idée que il veut être en paix avec lui-même pour les derniers instants de sa vie. Et c'est là où moi, je trouve qu'il assume sa vieillesse. Le truc du coup de poing dont on parle, le truc du cheval, je suis assez d'accord. Hein, on le voit, en fait, Clint Eastwood, qu'il a 91 ans quand on le sent et tout ça, etc. Malgré tout, je pense qu'il s'en sort dans l'écriture, par exemple, ces scènes, je pense notamment à un moment donné où il y a un mec qui les retrouve et qui veut et tout le jeu, en fait, avec le gamin qui doit mentir ou dire la vérité pour savoir, en fait, si la liesse, en fait, publique va s'attaquer à Clint ou à leur assaillant. Ça fonctionne, on s'en sort. Je me suis dit, tiens, ça c'est cohérent. Le coup de poing est peut-être en trop, mais en même temps, d'un autre côté, je veux dire, quand c'est un personnage comme Clint Eastwood qui joue sur son charisme et sur son fonctionnement,
C'est peut-être moins flagrant parce qu'on a connu Clint Eastwood au top de sa forme et tout ça, etc. Tu trouves pas que ça fait un rendez-vous manqué quand même là-dessus? Moi, je sais j'aurais pas. aimé en fait qu'il l'assume parce que je pense qu'il aurait pu en tirer quelque chose de beau. Je pense en pas fait. que ça manque particulièrement. C'est comme le truc alors, je vais peut-être être un peu c'est peut-être pas à la mode de sortir ce genre de truc, mais en fait quand tu dis on a l'impression que c'est un truc d'égo, que Clint Eastwood il peut se taper une nana qui a 40 ans de moins. Bah, Clint Eastwood il se tape des nanas qui ont 40 ans de moins, et en fait le truc c'est Clint ces femmes. Eastwood, Oui, mais c'est ces femmes. Oui, mais ce non, que je veux dire, encore une fois, moi je m'en fous qu'il se tape une meuf qui a 40 ans de moins, hein, c'est pas le problème. je dirais 30 en plus. Oui, mais bon, peu importe. Ouais. Mais le problème il est pas là. Le problème c'est que pour ce truc d'égo, parce que pour moi c'est un truc d'égo, il loupe quelque chose. Vraiment, je sais pas. Encore une fois, je sais pas. Pour le coup, je sais pas tant si c'est un truc d'égo qu'un truc de comment dire. Bon, déjà c'est pas un Michael Haneke, hein. Tu vois, c'est un Clint Eastwood. Et le truc, c'est que par exemple, moi, ce truc d'égo dont tu parles, je l'ai vu dans True Crime. Non, parce que tu parlais d'avoir deux personnes âgées, tu vois, vraiment qui s'aiment. Enfin, toute cette logique-là, c'est chez Haneke qu'on voit ça. Et en fait. Et pourquoi on n'aurait pas pu le voir chez Eastwood? Alors. Ce que j'allais dire en tout cas, c'est que sur True Crime, par exemple, c'était Jugé coupable, il y avait un moment donné où il jouait le vieux beau à 70 ans, déjà passé à l'époque, et il se levait des nanas qui avaient 35 ans, et là, effectivement, bon, ça a beau être Clint Eastwood, comme Sean Connery, par exemple, dans le Voltige, ça a beau être Sean Connery, tu te dis quand même, c'est un petit peu, comment dire, voilà, là, on parle d'une personne qui a 60 ans, et je pense que dans la logique d'un film hollywoodien, c'est déjà une personne âgée en fait dans l'esprit des gens, et en fait du coup il y a cette idée en fait qu'elle puisse quand même tenir physiquement tête à Clint Eastwood. Clint Eastwood en fait, indépendamment du fait que ce soit une personne âgée, c'est Clint Eastwood. Tu peux pas l'enlever, ça, je pense. Tu peux littéralement pas l'enlever du film. Encore une fois, c'est pas le problème, c'est qu'il y a un rendez-vous manqué là-dessus pour moi. Encore une fois, ça faut qu'on entende. Moi je trouve pas plus que ça, et surtout à la limite j'ai envie de dire c'est pas forcément ce que je recherche automatiquement dans le film, dans le sens où je l'ai déjà eu ailleurs, si tu veux, chez Clint Eastwood. C'est ça que je veux dire. Donc à partir de là, moi ce que j'attrape là-dedans finalement, parce que Clint Eastwood c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, qui fait beaucoup de films, ce que j'attrape là-dedans finalement c'est l'idée même que qu'il y a ces moments de tendresse en fait. Parce que moi pour le coup, je veux dire qu'elle ait 30 ans ou 40 ans de moins, les scènes elles fonctionnent quand même. Je les trouve vraiment touchantes. En fait, tout le relationnel qu'ils ont entre eux, tous les moments où ils dansent, tous les moments où ils se parlent, le moment où ils se quittent, le moment où ils reviennent, en fait, tout ça, ça fonctionne pour moi. Donc du coup, émotionnellement, je dis pas que je suis transporté, hein, mais je trouve que ça marche. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est le cœur du film. Et quand je parle d'intimisme, un peu spectaculaire, on va dire, parce que c'est des beaux décors, c'est des plans larges, c'est en scope et tout, et puis c'est Clint Eastwood avec son chapeau, quoi. Bah ça marche. Moi, je suis contenté en fait là-dedans. Alors peut-être que je me contente de peu. Mais pour moi Clint Eastwood c'est pas peu, donc voilà. Quand je parlais du relationnel avec l'animal aussi, c'est que vraiment il y a un moment donné où le coq apparaît vraiment en fait comme ils en ont besoin dans le scénario. Alors il faut préciser quelque chose, donc pour les personnes qui n'ont pas vu le film, c'est que le gamin dans l'histoire, le jeune garçon que Clint Eastwood doit récupérer au Mexique, il a un coq qu'il a dressé au tout début de l'histoire. Il fait combattre son coq dans des combats de coq, et puis effectivement comme tu le dis, le coq devient un personnage à part entière au long de l'histoire. Voilà. Et c'est plus parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas le macho, hein, je pense qui a à retenir, c'est ce que ça veut dire en fait, qui est le courage, je crois, il le traduit en fait, le gamin c'est ce qu'il lui dit, et je pense que c'est plus ça en fait à retenir. Sauf que t'as une scène entière de comment dire où le gamin lui dit, quand il voit Clint Eastwood, il le traite de macho aussi, il lui dit c'est un mec fort, il est là, tu vois, c'est la macho, force. C'est le nom du coq. Voilà, mais c'est le nom du coq, mais quand il voit Clint Eastwood à un moment donné, et qu'il voit Clint Eastwood à un moment donné en combat, enfin pas en combat, mais en tout cas en tenir tête à ses assaillants, le gosse lui-même dit à Clint Eastwood, c'est un macho aussi, tu vois. Donc tu es comme le coq, tu es comme mon coq. Et l'idée même qu'à un moment donné, il lui en reparle dans la voiture à la fin. Il y a un parallèle, mais je pense plus sur le courage que sur le machisme. En tout cas, Clint Eastwood parle de ça. Et encore une fois, c'est un truc sur lequel on a attaqué. Et ce que je voulais dire, en fait, par rapport à la relationnelle avec le coq, c'est que moi, pendant une seconde, hein, à ce moment-là, dans le film, quand le coq sort et qu'il commence à attaquer l'assaillant et tout, ce qui était marrant, en fait, j'ai l'impression de voir pendant vraiment une petite minute en fait la relation entre Clint Eastwood et son singe dans Doute dur et dingue en fait, et tout ce truc un peu voilà où il a un côté complètement il le fait naturellement, ça marche en fait, et ça marche en fait d'un point de vue un peu humoristique parce qu'il sait le traiter, ça c'est pas un truc qui traite, il y a un humour en fait chez Clint Eastwood qui fonctionne. Et je reviens aussi sur un autre petit truc que t'as dit sur effectivement la femme
la mère du gamin en fait qui drague Clint Eastwood. Moi j'ai plus l'impression, alors sur le papier en tout cas, que c'est une scène en fait où Clint Eastwood comprend pas ce qui lui arrive forcément là, parce que c'est plutôt une manière de montrer que en fait c'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui est veuf, il le dit, il le raconte, et plus tard en fait il va vraiment tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Donc en fait, il n'y a pas cette tentation-là, il n'y cède pas, et en fait, si tu veux, c'est pas ce qui l'intéresse. En fait, donc, je pense que cette scène existe pour montrer en fait un peu mieux l'aspect touchant et émotionnel en fait de l'amour, d'histoire d'amour qui va suivre derrière, quoi. Là vraiment en termes de aspect charnel et aspect sensuel, quoi. Tu vois ce que je veux dire du truc, quoi. Parce que la femme, l'actrice qui joue le Love Interest de Clint Eastwood est une belle femme, quoi. Malgré son âge, elle est hyper sensuelle, elle est hyper elle a un truc en fait qu'elle dégage qui est super beau, quoi. Tu vois, et très touchant avec le fait qu'elle s'occupe de ses petits enfants, le fait de tout ça. Donc il y a tout un truc autour de ça qui je trouve vraiment aussi pareil, hyper bien casté, hyper bien réussi, quoi. Alors c'est Natalia Traven, son nom. Ouais. Et à votre avis, elle a quel âge en vrai ? Parce que la question a été posée. Moi, je dirais entre 55 et 60. Eh ben, moins que ça. Elle a 52 ans, D'accord. très exactement. Donc, quand même, 40 ans de moins à un an près que Clint. Voilà, et c'est pas marqué. Elle joue pas comme ça, par contre. C'est-à-dire que, en fait, t'as des femmes de 52 ans, en l'occurrence, si tu veux, c'est Jennifer Lopez, aujourd'hui. Donc, dans le cinéma hollywoodien. C'est pour ça qu'il y a aussi une distinction. C'est que, peut-être qu'elle a, c'est-à-dire que même Clint Eastwood, il joue pas vraiment 91 ans. C'est-à-dire qu'il joue peut-être 80 en fait dans le film, donc il y a aussi ce truc-là, quoi. Mais bon, après tout ça, c'est des questionnements en fait. Moi, je me les suis pas tant posés que ça en fait pendant le film, quoi. C'est à partir du moment où tu es touché un peu émotionnellement par le film, je m'en fiche un peu en fait. Tu vois, c'est comme le gosse. À un moment donné, je me suis dit mais il a vraiment 13 ans ce gosse. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit on s'en fout. En fait, c'est pas ça le problème, quoi. Oui, faut dire que les scènes en plus qui vit avec elle, cette espèce de petit moment de bonheur quand ils sont sur la route, mais qui restent tous les deux dans le village où est le personnage de Martha. Enfin, moi, personnellement, c'est la partie que j'ai préférée dans le film. Complètement, hein. Mais elle serait pas là, ça serait parce que tout ce qui est de l'ordre de la structure scénaristique et de l'importance en fait de raconter un truc où il doit ramener le gamin, le convoyer jusqu'aux États-Unis, il est poursuivi par les gens qui veulent récupérer le gamin, on s'en fout. Vraiment, enfin, il y a un moment donné où et je pense principalement que Clint Eastwood s'en fout. C'est-à-dire, il l'a déjà fait 150 fois, ça, dans ses films. C'est un peu plus intéressant quand il est poursuivi par la DEA dans La Mule, mais pas parce qu'il a mis un acteur un peu plus prestigieux, quoi, qui est Bradley Cooper dans ce moment-là. Mais toi, tous ces moments-là, c'est pas ce qui compte en fait dans ces films-là. Ce qui compte, à mon sens, dans ces films-là, c'est ce que Clint Eastwood raconte sur lui. Et fort heureusement, en fait, il y a ce truc de que Clint, il est capable. Je dis Clint parce qu'il est mon copain. Tu vois, mais non, mais name dropping. Voilà, non, mais Clint Eastwood est capable en fait de parler de lui, y compris en fait dans les films où il est pas dedans. Donc c'est un vrai plus en fait quand il est dedans, en plus d'avoir ça. Donc voilà. Et je rajouterais ce dernier truc. Certes, Clint Eastwood a 91 ans. Moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup sur son film d'avant, Richard Jewell, qu'il était en train de terminer juste avant la pandémie, quoi. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup où il était en train de monter le film. Et il y avait les feux à ce moment-là en Californie, et les mecs lui disaient faut sortir là, en fait, faut rentrer, faut se barricader parce qu'en fait les feux arrivent. Et Clint Eastwood il fait je m'en fous. il continuait à monter, à travailler sur le montage du film, quoi. Et mine de rien, en fait, tu te dis, un mec qui a 90 ans, qui réfléchit comme ça, qui fonctionne comme ça, finalement, il fait pas son âge, à mon sens, en fait, à l'écran. C'est ça le truc. Alors oui, il est rattrapé physiquement par l'âge, il est rattrapé par tout ce que... Et puis surtout le fait qu'on le connaisse, en fait, au top de sa forme, quoi. Mais voilà, donc c'est pour ça que je suis pas sûr, en fait, si tu veux, que parce que même s'il a joué sur la vieillesse, même s'il a raconté ces choses-là dans ses films, parce que factuel, même si je me refuse à le dire, Clint Eastwood n'est qu'un homme, tu vois. Voilà, enfin, oui, il vieillit, c'est évident, et c'est évident à l'écran, et c'est évident par rapport à ce qu'on sait de ce qu'il chérit dans l'histoire du cinéma. Mais en attendant, je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui se pose la question de l'âge parce qu'il doit se la poser, mais qui s'en soucie pas tant que ça, en fait, finalement. Et je pense que c'est ce qui ressort là, à mon sens. Tu fais la grimace, Julien. Non, mais j'ai déjà donné mes arguments. Mais c'est vrai que pour moi, ça, c'est un gros... Enfin, ça fait partie des problèmes du film, quoi. C'est ce refus, justement, d'assumer ça, quoi.
Et voilà. Mais bon, j'ai déjà donné mes arguments. Je pourrais reparler de la scène. Julien, tu ne fais pas tes 45 ans. Je pourrais reparler de la scène de la chiasse. Par exemple, il y a une scène où il va attraper. Enfin, on se dit il va caguer derrière des fougères et qui est complètement avorté. Et elle m'a posé cette scène, parce que c'est un peu à l'image du film. Toi, tu voulais un point caca, toi, dans le film, c'est tout. Oui, parce que non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que je trouve elle est vachement expédiée en fait, et bizarrement en plus. C'est-à-dire qu'en gros, il va pour aller caguer. Le gamin, il lui apporte un morceau de cactus. Il lui dit mais si tu manges ça va aller. Clint Eastwood, il mange, il recrache tout de suite, il dit c'est dégueulasse, et hop, c'est expédié, c'est fini. Alors qu'avant, la mise en place du truc, en fait. Ouais, c'est interrompu. Mais je sais pas, il y a un truc qui, enfin voilà quoi. Et c'est bon, je disais ça, c'est pas, je me suis pas arrêté à ça. Hein. D'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est parce que tu me relances. Mais encore une fois, j'ai vraiment cette sensation-là d'avoir un truc qui est pas assumé. Il m'a pas habitué à ça en fait, Eastwood. Voilà. Et je trouve qu'entre ça et ce miscast du môme, et puis cette absence de ancrage réel en fait dans le décorum qui aussi me semble pas du tout anecdotique, bah voilà, moi je me suis un peu fait chier quand même, j'ose le dire, malgré Clint et tout. Mais bizarrement, tu te fais chier, tu te dis c'est pas terrible, mais t'es content de le voir quoi. Et puis ça te remet les idées en place. C'est les signes des grands hein, pour moi, des très très grands. Il y en a pas d'autres avec qui t'as ça quoi. Bon bah écoutez, du Clint Eastwood, pas forcément mémorable, mais du Clint Eastwood quand même. Okay. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Cry Macho est sorti en salle ce 10 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film de la semaine. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence, mais pas merci Julien parce qu'il a fait preuve de clintosceptisme à un point où je ne sais pas si on peut passer cet épisode sur Capture Mag comme ça et tu vois. Faut que tu mettes un avertissement. Il faut que je mette un avertissement parce que normalement attention, cet épisode est empreint de normalement les gens savent que Capture Mag c'est la maison Clint Eastwood. Hein, on va mettre une petite barrière. J'avais dit qu'il y avait la pression hein, avant que ça commence. T'as raison. Merci Alain, à la technique aussi. Merci à vous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher Sale temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau fil. Pensez-y. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a plein d'autres façons de nous aider. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur les réseaux sociaux, nous mettre plein d'étoiles sur les applis de podcast ou vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut!